Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Et au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce au soutien de PixMentor, qui est une plateforme d'activité photo. Si vous partez par exemple bientôt en voyage, peu importe votre destination, vous y trouverez un photographe local prêt à partager son savoir. Eh bien, bienvenue sur le podcast Vision. Je suis Alyosha Boy et je vous accompagne depuis le début pour parler photo. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On continue en plus notre série de formats focus sur les métiers de la photographie. Ça vous a plu, le dernier épisode sur Tess Rimbaud, iconographe, qui est toujours à écouter d'ailleurs. Et puis on a une grosse surprise pour vous aujourd'hui. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, nous accueillons le réalisateur, scénariste, producteur et grand amateur de photos, Cédric Clapiche. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de te présenter. Donc tu es connu pour des films comme Le Péril jeune, le fameux L'Auberge espagnole, plus récemment Ceux qui nous lient, sorti l'année dernière. Et puis tu vas maintenant sortir un nouveau film qui s'intitule 2 mois, avec l'acteur François Civil et Anna Girardot. Ça sort au mois de septembre, le 11 précisément. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie, puisque c'est le sujet du podcast, mais aussi de cinéma et des liens qui se créent entre ces deux médiums. Je sais qu'au-delà de ton métier de réalisateur, tu as aussi une pratique de la photographie depuis plus de 20 ans. Tu as notamment exposé à la galerie cinéma ces dernières années. Tu postes beaucoup de photos sur ton compte Instagram, on va en parler. Que représente la photo pour toi ? En fait, c'est un point de départ à la fois pour moi et à la fois pour mon travail. En fait, moi, j'ai commencé à faire de la photographie. Donc, avant de penser à faire du cinéma, je faisais de la photo et je me suis posé la question de si j'allais faire de la photo. Finalement, c'est le cinéma qui a pris le dessus, mais j'ai toujours gardé du coup la photo comme un point de départ, c'est-à-dire un travail de préparation des films que je fais. Et du coup, ça me permet de réfléchir à l'aspect visuel d'un film, par rapport au sujet que j'aborde dans un film. Il y a souvent des films que je fais sur des lieux, donc j'ai fait des lieux sur des villes, sur Paris, sur New York, sur Saint-Pétersbourg, sur Londres, sur Barcelone. Et c'est vrai que faire des photos dans une ville, ça permet justement d'identifier qu'est-ce qui ressort de cette ville. Et ensuite, quand on filme et quand on invente une histoire, c'est bien de partir de ce qui, pas seulement des idées narratives qu'on a, mais aussi des idées visuelles et des idées qui ressortent des photos. Donc c'est dans ce sens-là où c'est un travail de préparation, quoi, oui. J'avais trouvé une comparaison très belle que tu avais faite lors d'une interview. La photographie, tu la voyais comme un haïku. Ça, pourquoi en fait Parce qu'il y a le côté bref, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on prend une bribe du temps, et c'est vrai que encore plus que la notion de cadrage et de composition, qui évidemment est importante en photo, il y a la notion d'instant. C'était la phrase de Cartier-Bresson, l'instant décisif. C'est finalement le fait de choisir un instant, encore plus que de cadrer, je dirais, qui est important. Et c'est vrai que du coup, il y a quelque chose. Comme dans le haïku, c'est en fait le haïku, c'est de la poésie japonaise et c'est lié à la brièveté en fait. Et donc il y a, je ne connais pas d'haïku par cœur, mais voilà, ça peut être genre une feuille qui tombe, ça peut être voilà, ça c'est un poème. Et du coup, dans les images qui se dégagent de juste un bout de phrase, il y a un peu pas la même chose qui se dégage d'une photographie où moi je sais que j'adore voir des expositions de photos, regarder les photos, et c'est presque la définition d'une bonne photo, c'est celle qu'on peut regarder le plus longtemps. Et donc c'est un instant très court qu'on peut regarder très longtemps. Et ça correspond assez au haïku, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez éternel et qui reste, qui a une profondeur, mais qui est bref. Et il y a des liens évidents qui se créent entre la photographie et le cinéma. D'ailleurs, je suis allé voir récemment une expo à la Maison européenne de la photographie, je ne sais pas si tu l'as vue. Pas encore, non. Qui c'est jusqu'au 25 août, qui s'intitule Fil noir, et qui justement montre les liens intimes entre la photo et le cinéma. D'accord.
Comment justement ces deux médiums se rejoignent pour toi ou au contraire s'opposent dans ta pratique? C'est assez différent parce que en tout cas, ce que je cherche quand je fais des photos, il y a vraiment ce travail sur l'instant. Et donc, le cinéma, c'est beaucoup le contraire. C'est un travail sur la durée, en fait. J'ai même vu à quel point, au début, quand j'ai fait des courts-métrages et que je suis passé au long-métrage, que ça n'avait rien à voir, le court-métrage par rapport au long-métrage, parce qu'il y a une notion de gestion de la durée en film qui n'existe évidemment pas en photographie. Et donc, pratiquement, l'intérêt du cinéma, il est pas au même endroit, en fait, même si ça utilise des choses en commun, parce qu'on va travailler la lumière d'un film, on va travailler le cadrage, on va travailler les choses qui sont évidemment en rapport. Mais je m'étais dit ça, d'ailleurs, dans les premiers films de Raymond Depardon, à quel point... Enfin, dans les premiers films de fiction de Raymond Depardon, où il avait une maîtrise, pour moi c'est un des meilleurs cadreurs qui existent, il avait une maîtrise de la composition du cadre, et donc de la maîtrise de l'espace, quoi, à l'intérieur d'un cadre. Et dans ses premiers films de fiction, il n'y avait pas la maîtrise de la durée. Enfin, il y avait vraiment... je trouvais qu'il avait quelque chose qui était moins impressionnant sur ce qu'on appelle la narration, sur la gestion du temps. Et du coup, dans le cinéma, il y a vraiment les deux qu'il faut maîtriser. Il y a à la fois la maîtrise de la composition, des gens comme Bergman, Antonioni, Fellini, Scorsese, c'est des gens qui ont une espèce de maestria sur ce que c'est la composition d'un cadre, mais ce sont des gens aussi qui ont une notion du montage, du rythme, des notions assez musicales, mais donc des choses qui sont liées à la durée. Donc pour moi, l'opposition entre la photo et le cinéma, c'est ça, c'est vraiment d'opposer l'espace et le temps, quoi. Donc tu penses pas vraiment que le cinéma est seulement le prolongement de la photographie? C'est vraiment deux médiums qui s'opposent? C'est pas qui s'opposent, qui sont différents. C'est-à-dire que, encore une fois, là, moi je sais que quand je fais une photo, je peux essayer de raconter une histoire à travers un instant bref, mais en tout cas, c'est pas la notion de durée qui m'intéresse, c'est la notion d'instant. Donc c'est vraiment l'instantané, le pris sur le vif, quelque chose qui fait que la seconde d'avant, la seconde d'après, ça n'existe plus. Donc c'est vraiment cette idée de prendre quelque chose sur le vif et que soit c'est parce que ça va fabriquer une composition et quelqu'un qui marche dans la rue et puis on va le prendre juste au moment où il est entre deux poteaux, entre deux quelque chose, où il arrive au centre de l'image, et que du coup cet instant il est particulier parce que justement il y a une géométrie qui s'organise dans un instant T. Soit c'est parce que vraiment il y a un événement, la photo dont on va parler, que j'ai pris il y a quelques jours en Turquie. En fait, je prenais une femme en photo, une femme voilée en photo, de dos, et puis il y a deux petites filles qui sont mises dans mon cadre. Et ça, j'adore cette chose-là dans la photo, comment on n'a pas prévu quelque chose et quand l'imprévu fait devenir la photo mieux, je dirais. C'est-à-dire que il y avait une photo qui était bien d'ailleurs, et je l'ai pris d'ailleurs sans les deux petites filles. Et la photo est beaucoup mieux parce qu'il y a quelque chose d'imprévu. Et je pense que ce que j'ai le plus appris en faisant de la photo, c'est au lieu de refuser ce qu'on n'a pas voulu, d'accepter ce qu'on n'a pas voulu, justement en se disant peut-être ça va être mieux, et souvent c'est mieux. Donc j'aime bien cette notion d'instantanéité, d'imprévu, de quelque chose qui surgit, et c'est quelque chose d'assez magique quand on est photographe et qu'on prend de la photo dans les rues beaucoup, c'est d'être à l'affût du côté magique de ces instants qu'on n'a pas prévu, quoi. Et l'imprévu, justement, la surprise, tu la retrouves parfois dans le cinéma aussi, ou c'est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus organisé? Alors c'est évidemment plus contrôlé, mais c'est au fond la même chose qu'on cherche. C'est-à-dire que on écrit un scénario, on peut storyboarder un film, donc on a absolument tout prévu, tout préparé. On a écrit une histoire, donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise et de la cohérence. Et au dernier moment, finalement, moi je sais que soit j'improvise avec les acteurs, soit je fais pas ce que j'ai prévu visuellement, soit j'avais prévu qu'il fasse beau, il pleut. Il y a eu une scène comme ça avec Romain Duris dans Paris où il neigeait alors qu'on était raccord avec d'autres scènes et il fallait qu'il fasse beau, donc on pouvait rien filmer. Puis du coup j'ai filmé la neige et évidemment c'est comme c'est pas courant la neige à Paris. Ah, je me souviens de cette scène. Et du coup c'est devenu une scène du film alors que c'était pas du tout dans le scénario. Et ça, c'est magique, quoi, parce que forcément, ces moments-là, ils sont marquants justement parce qu'ils ne sont pas prévus. Donc, il y a des choses comme ça où moi, je sais que souvent, même à l'intérieur d'une scène déjà prévue,
c'est justement la chose qui sort un peu, la chose qu'on n'a pas prévue qui va fabriquer du mystère, fabriquer de la magie. Et c'est vraiment ça qu'on cherche, quoi. Au cinéma, le nombre d'images par seconde est de 24 environ. On crée un mouvement, une histoire, tu l'as dit. Pourtant, une seule image fixe, une photographie, peut aussi avoir une valeur narrative, peut avoir aussi un effet de mouvement de par les gestes, les expressions, la composition. Je pense à un photographe, par exemple, Alex Webb, qui est vraiment le maître dans ce genre de photographie. Que penses-tu de cela? Est-ce que la photographie peut aussi avoir la même force narrative que le cinéma? On a parlé du temps. Est-ce que oui, bien sûr. Il y a des cas de figure qui sont intéressants. Je parlais de 2 photos de films connus. Dans un cas, la photo est mieux que le film. Pour moi, c'est 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe. Je crois que tout le monde a en tête l'image de Marilyn Monroe au-dessus de la bouche de métro avec sa robe blanche qui vole, là. Et donc, du coup, voilà, elle passe au-dessus d'une bouche de métro, ça fabrique du vent, quoi, et donc sa robe s'envole. Et la photo qui a servi à vendre le film, qui est sur l'affiche, est ultra forte, parce qu'on voit, je crois, je sais plus qui est l'acteur d'ailleurs qui joue avec Marilyn Monroe, mais qui se tourne, qui la regarde en souriant. Et donc c'est dans le rapport de cet homme qui est séduit, amusé par elle, et elle qui s'éclate avec sa robe qui s'envole. Cette photo, elle est super forte et elle raconte tout le film, en fait. Et ensuite, quand on voit le film n'a pour moi aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est fou à quel point les 1h30 ou 2 heures de narration racontent, voilà, c'est pendant le mois d'août, il y a un homme marié qui va rencontrer Marilyn Monroe, il va évidemment craquer sur elle, et puis ils vont passer le mois d'août ensemble, et je me rappelle d'ailleurs plus trop de l'histoire, mais il y a cette histoire un peu, je sais plus trop si ça va jusqu'à une aventure entre eux, mais en tout cas, il y a cette histoire de séduction, on va dire. Et en fait, le film rame un peu, quoi. C'est-à-dire que ça raconte pas grand-chose. Et au fond, j'ai toujours trouvé l'image beaucoup plus forte que la narration du film. Et je trouve que ça parle bien du fait qu'une image peut contenir une narration. Parce que dans cette image, on s'invente une histoire autour de cette photo-là. Et du coup, oui, parfois, c'est plus intéressant. Dans un autre cas... vu que c'est un des plus grands films du cinéma, la photo n'est pas mieux que le film, c'est La Dolce Vita de Fellini, où tout le monde connaît la scène de la fontaine de Trévi, où on voit, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, l'actrice, donc qui est censée être une actrice américaine qui se baigne dans la fontaine, et il y a Marcello Mastroianni qui la rejoint, et où là, il y a toute une série de photos qui ont été faites de cette scène-là, qui sont absolument magnifique, et c'est pareil, c'est un truc sur comment on sublime une femme, comment on peut sublimer une femme dans un film. Donc c'est un peu en rapport avec cette image de Marilyn Monroe. Mais là, effectivement, c'est une scène dans le film qui est devenue marquante, qui d'ailleurs c'est assez impressionnant parce que cette scène elle est tellement marquante que quand on va à Rome, les gens voient la fontaine de Trévi. Il y a à la fois la magie de cette fontaine et du sculpteur qui l'a fait, mais il y a le film qui rajoute au fait que les touristes ils viennent pour vivre la scène ou pour voir l'endroit où ça a été tourné. Donc c'est devenu presque une espèce d'icône touristique et d'icône romaine. C'est-à-dire que presque il y a des gens certainement qui vont à Rome pour ça, quoi, pour ça, ouais. Autour de cette image-là, quoi. Et du coup, ça c'est intéressant de voir à quel point la scène elle est mythique et elle est magique dans le film. Le film, il est intégralement comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment magnifique, toutes les scènes du film. Mais justement, il y a une photo, en tout cas, qui est à l'image, disons, du côté génial de ce film. Qui participe aussi à la force narrative du film. Oui, complètement. Ouais. J'ai vu dans un article du Mac de Nikon que tu avais collaboré pendant plus de 15 ans avec Jérôme Plon, photographe de plateau, ou bien plus récemment avec Michel Baudouin, qui avait fait des repérages avec toi en Bourgogne pour ton film Ceux qui nous lient. Ouais. Comment se passe ta relation avec les photographes lors des tournages ? Alors, je dirais il y a 2 relations. Il y a les gens qui m'inspirent, parce qu'il y a eu clairement Harry Gruyère, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré pour ma part du gâteau. C'est parce que j'ai vu les photos sur Dunkerque et sur le nord de Harry Gruyère, puisque lui, il est belge, flamand, et du coup, ça m'a donné envie d'aller là-bas. Donc il y a eu une inspiration vraiment issue de ces photos.
Puis du coup, je l'ai contacté, j'ai été voir ses photos sur la raffinerie à Dunkerque, sur le Nord. Donc je me suis beaucoup inspiré de ses photos avant même d'aller sur place. Ensuite, j'ai été à Dunkerque, j'ai pris mes propres photos. Donc ça, c'est vraiment une inspiration liée à quelqu'un, et ça peut être là quand j'étais à New York, Alex Webb, c'était une grande source d'inspiration. Avec la chef opératrice, on parlait beaucoup des photos d'Alex Webb. Par exemple, voilà, là il y a une photo sous les yeux que j'ai pris moi à New York. Pour moi, c'est lié à l'imagerie que crée Alex Webb. Dans les deux cas, Harry Gruyaert et Alex Webb, c'est des coloristes, c'est des gens qui ont un rapport avec la couleur forte. Et du coup, dans Casse-tête chinois, je voulais opposer un peu une vision parisienne assez grise et beige. Disons, il y a vraiment des couleurs qui reviennent dans Paris. On n'est pas très coloré à Paris. Contrairement à New York, où il y a beaucoup du bleu dur, du rouge dur, du jaune, c'est une ville qui accepte les couleurs, je dirais. Et donc, du coup, je voulais opposer les deux villes sur cette notion-là. Et Alex Webb, c'était une vraie inspiration pour ça. Donc, tu l'as rencontré pour ce film, du coup ? Je l'ai rencontré après coup. D'accord. En fait, c'est après avoir fait le film où, en allant à New York, il y a 2 ans, je l'ai rencontré parce que j'ai pris cette habitude quand les gens m'ont beaucoup inspiré, je cherche à les rencontrer. Et donc, j'ai cherché à rencontrer Depardon ou Harry Gruyaert ou Alex Webb parce que c'est des gens qui ont compté pour moi, William Klein aussi. Et je trouve que le fait de rencontrer des photographes... je me suis rendu compte d'ailleurs, parce que je l'ai vu il y a quelques semaines, Harry Gruyaert, il y a une photo qu'il a fait que j'avais dans ma chambre en poster quand j'avais 14 ans, quoi. Et je me dis, c'est fou à quel point le fait d'avoir vécu, je sais pas, peut-être 5, 6 ans, 7 ans avec cette image dans ma chambre... Et je savais pas du tout qui était le photographe d'ailleurs, parce que je crois qu'on m'a donné le poster. Et en fait, je n'ai compris que c'était lui qu'il y a 1 an ou 2, quoi, alors que je l'avais déjà rencontré. C'est impressionnant de voir que quelqu'un, voilà, va vraiment vous marquer visuellement. T'as façonné ton imagerie. Ouais, complètement. Ouais. C'est une image qu'il avait fait au Maroc, qui n'a aucun rapport avec ma vie et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me touchait, quoi. Et donc, voilà, je disais qu'il y avait 2 inspirations des photographes. Quand j'ai travaillé avec Jérôme Plon, ce qui a été vraiment particulier, c'était au moment de l'Auberge espagnole, où le film s'est fait très vite. Et en fait, on travaillait déjà depuis longtemps, on se connaissait depuis longtemps. Et je lui ai demandé d'aller en avance à Barcelone pour prendre des photos. Et il y a certaines scènes du film qui sont issues de ces photos. Donc, je lui ai demandé de montrer son Barcelone, pour pas qu'il y ait que des coins touristiques, disons, dans le film. Et donc, par exemple, il y a une scène avec Judith Godrèche, quand il se balade et que Judith Godrèche dit que c'est quand même très sale, Barcelone, qu'il y a Romain Dirus qui dit pas spécialement. Cette scène-là est inspirée d'une photo de Jérôme Plon, où il y a vraiment des scènes où j'ai trouvé que la rue qu'il avait trouvée ou le quartier qu'il avait pris en photo, ça m'a inspiré d'aller traîner moi aussi, d'aller inventer quelle scène pourrait se passer là-bas. Donc ça, c'est aussi comment la photo m'inspire. Donc que ce soit pour Jérôme Plon ou pour Michel Baudouin, qui prenait des photos des vignes en Bourgogne, et donc c'est lui qui m'a un peu fait découvrir la Bourgogne. En fait, moi je connaissais en touriste, je dirais. Et donc à partir du moment où j'ai eu une relation un peu suivie avec lui pendant presque 5 ans avant de tourner, il m'a amené voir des coins, quoi. C'est-à-dire que lui, il prenait en photo systématiquement toutes les vignes du vignoble bourguignon, et donc il connaissait d'une part les vignerons et puis les vignes, et donc il m'a un peu aidé à découvrir les gens et les lieux. Et donc il y a notamment ce qui est dans le générique de Ce qui nous lie, on voit un cerisier sur les hauts de Pommard et qu'on voit à toutes les saisons. Ça, c'est un endroit qu'on a trouvé ensemble et que lui, qui habite là-bas, a pris en photo et filmé pendant 1 an. Il y allait 1 fois par semaine. Et du coup, on voit, je pense qu'il a plus que 52 photos. Il doit avoir 90 photos. Il a dû avoir un peu plus qu'une année complète avec une photo par semaine. Tu en avais fait une time-lapse. C'est ça. Donc, c'est pas complètement un time-lapse, puisque c'est... un time-lapse, c'est quand on laisse 24 heures, on prend une photo toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, et puis du coup, le temps passe pendant 24 heures. Là, c'est
on avait appelé ça le year lapse d'ailleurs, parce que c'est sur un an où on voit. Moi, je suis parti de l'imagerie qu'on voit dans les livres pour enfants avec les 4 saisons. On voit un arbre aux 4 saisons. Là, on s'est dit, moi, je connaissais pas l'image en photo finalement, donc je me suis dit, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne. Et avec un cerisier, c'est un peu impressionnant parce que entre ce qu'est un cerisier en hiver ou ce qu'est un cerisier au printemps ou en été. C'est vraiment un arbre qui change énormément, quoi. Donc c'était impressionnant de suivre ça, quoi. Tu dis que tu fais partie d'un courant réaliste. Ouais. Tout simplement, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça veut dire de beaucoup faire confiance à la réalité. Je pense que quand je disais tout à l'heure que j'ai commencé avec la photo, et notamment la photo de rue, ça m'a appris à trouver intéressant une rue. Et donc à faire confiance au fait que la banalité, la réalité sont des sources d'inspiration et des sujets intéressants. Pour moi, c'est un peu le contraire de ce qu'est devenu Hollywood. Là, maintenant, on est beaucoup dans la folie de Marvel et même de l'Heroic Fantasy, ou quand ils font Pirates des Caraïbes ou Harry Potter, ils sont que dans de l'invention d'une réalité qui n'existe absolument pas du tout, quoi. Et c'est vrai que je pense que la culture française est beaucoup liée au réalisme et au naturalisme. Donc c'est vrai dans la littérature française, c'est vrai dans la photographie, les photographies des photographes parisiens qui pouvaient venir du monde entier, les gens comme Bouba ou Kertész ou William Klein. Il y a eu pas mal de photographes qui ont fabriqué l'imagerie parisienne, disons, et des gens comme Doisneau, les gens comme Cartier-Bresson. C'est des gens qui, en tout cas, m'ont appris à regarder ma ville. Et qui justement m'ont appris à aimer ce qui peut paraître insignifiant et qui, vu par quelqu'un, devient signifiant. Mais ça s'apparente à la photo de rue, du coup. Ça rejoint un peu la même question, c'est ça, c'est la photo de rue, c'est partir d'une scène banale au final et en faire quelque chose de, pas d'extraordinaire, mais en tout cas de singulier. Ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment... C'est rendre intéressant un truc inintéressant. Kertész ou Brassailles, il y a genre quelqu'un sous un réverbère. Ça, on peut se dire, ça n'a aucun intérêt de prendre une photo de quelqu'un sous un réverbère. Il y a des photos magiques de Brassailles la nuit de quelqu'un sous un réverbère et qui peuvent être un voyou, une prostituée. Après, il peut y avoir un sujet traité dans la photo, mais visuellement, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Et là, par exemple, moi j'aime beaucoup ça. Là, j'étais en Grèce il y a quelques jours et j'ai été au Parthénon. Et ce qui est fou, c'est qu'en allant au Parthénon, on voit autant évidemment les vestiges antiques, mais moi je suis dans une photo de Martine Parr, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point Martine Parr nous a fait voir notre monde contemporain où le tourisme de masse est devenu un élément incontournable, et qu'on aille à Pise, à Paris au Louvre ou à la Tour Eiffel, on se retrouve dans cet univers du tourisme de masse. Et où c'est vrai, quand on va au Parthénon, c'est assez fou, quoi. Parce que, moi, je prenais des photos de Martine Parr. En tout cas, j'avais lui en tête. Et donc je ne pouvais pas prendre d'autres photos que des espèces de sous-produits de Martine Parr. Donc, c'est assez incroyable comment un photographe, vous fait voir quelque chose qui paraît moche, insignifiant. Martine Parr, il va vraiment très loin. Ces photos qu'il a fait à Brighton Beach, là, les plages de Brighton, et où il va prendre un McDo avec que des gens qui bouffent des hot dogs et des saucisses et des hamburgers, et avec des glaces qui coulent, et puis des enfants qui pleurent. Et on se dit, c'est vraiment l'endroit un McDo, c'est quand même l'endroit le plus moche au monde, partout dans le monde. Je pense aussi à la personne qui bronze au-dessus d'un espèce de tracteur, je sais pas si tu vois. Oui, vois avec des ordures à côté. Là, c'est ça. Ouais. Et il prend ces photos-là et ça devient beau, quoi. C'est fou à quel point il prend une décharge à ordures ou un truc, qui est surmoche, et il arrive à trouver une beauté là-dedans. Et ça c'est assez beau de se dire, il n'y a pas besoin d'inventer un monde qui n'existe pas. Notre monde, il faut apprendre à le voir. Il y a le travail du photographe, c'est ça, c'est de montrer des choses
qu'on ne voit plus ou qui sont insignifiantes et d'essayer de faire monter du sens dans quelque chose qui n'a pas de sens, quoi. Aujourd'hui, quand on va voir une exposition, tu disais que tu en vois beaucoup. On en a parlé d'ailleurs récemment dans un des podcasts. La photographie est souvent mélangée à d'autres médiums, donc comme la vidéo, le texte, le son, les collages. Ouais. On parle de photographes élargis d'ailleurs. Ouais. Je sais que dans certains de tes films, le montage a aussi une part importante, notamment dans l'Auberge espagnole, par exemple. Est-ce que tu vois, toi, la photo comme un médium à part entière, ou bien dans son évolution, en tout cas, toi, quand tu vas voir des expos, pour toi, est-ce qu'elle doit être mixée à d'autres moyens d'expression, notamment la vidéo ? Non, mais je suis assez académique, moi je suis assez conventionnel dans ce rapport-là. Je vois que j'aime bien séparer les choses. Alors par contre, il y a une tendance actuelle sur le fait que les artistes contemporains font des installations. Dans les installations, il peut y avoir de la vidéo, de la photo, des bouts de film, de la sculpture. Enfin, et moi, je refuse pas ça. Mais par contre, il y a une tendance. C'est notamment à Arles où ça me gêne un peu. Parfois, pour moi, les rencontres d'Arles, c'est les rencontres de la photo. Il y a des fois où on se dit, on va voir des installations ou des œuvres de plasticiens, mais c'est plus de la photo, quoi. Donc, et ça me gêne un peu. Je trouve que du coup, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait 70% de photos et 30% de ça, de cette espèce de sortie de la photo ou du monde autour de la photo, parce que il y a plein de gens. Moi, par exemple, j'adore le travail de David Hockney, qui est d'abord un peintre, et puis tout son travail photographique, j'adore. Il a fait un livre pour moi mythique qui s'appelle Camera Work, où il fait des collages de photos, et donc c'est entre la photo une sorte d'installation, c'est quand même une œuvre de plasticien, et puis de la peinture en fait, ou du collage. C'est entre de la sculpture, du collage. C'est difficile à appeler. Après, ça fait partie de la photo. C'est sur les bords de la photo, et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que moi, quand je vais à Arles, en tout cas, j'ai besoin de voir des gens qui ont une vision forte avec la photographie. Et uniquement la photographie. Ouais. Et du coup, je sais que quand je vois 5 expos d'affilée où c'est pas trop de la photographie, il y a un moment où ça me fatigue un peu, parce que je suis venu voir de la photographie là-bas, quoi. Et du coup, pour parler un peu de cinéma, est-ce que tu peux nous parler de ton prochain film qui va sortir en septembre, et nous dire justement un peu comment tu l'as préparé, parce que tu nous en parlais avec Ceux qui nous lit en Bourgogne. Cette préparation en termes photographiques, en termes d'ambiance, comment tu l'as préparé, ce film ? Alors, je dirais que c'est le 3e film que je fais sur Paris. Il y a eu Chacun cherche son chat, le film qui s'appelle Paris, et celui-là de moi. Du coup, c'était quand même un sujet que je connaissais mieux que quand je vais faire un film à New York et je filme dans Chinatown, j'ai vraiment besoin de me documenter, quoi. Donc là, ce qui était intéressant, c'est d'aller dans des quartiers que je connaissais pas. C'est-à-dire que je me suis dit finalement, que ce soit Paris ou Chacun cherche son chat, ça fait plus de 20 ans. Je me suis dit, j'aimerais bien revenir dessus pour montrer à quel point Paris a changé, quoi, simplement, et que pour moi c'est une ville infinie, parce que au bout de 10 ans, c'est une ville qui a changé. Donc toutes les choses qu'on a l'impression de connaître, on les connaît plus. Et ça a été le cas sur ce film-là, où moi on était dans le quartier en dessous d'ici, on est près de Stalingrad ici. Et du coup, c'était entre Gare du Nord et Stalingrad, vers la porte de la Chapelle. Et j'étais content de découvrir ce quartier sur lequel j'avais des idées un peu préconçues. Et en le visitant plus et en passant du temps avec les habitants du quartier, et en faisant une recherche un peu visuelle aussi sur tout ce qu'il y a autour, j'ai vu à quel point c'est un quartier qui explose et qui n'est pas du tout... il y a eu beaucoup de choses dites sur le quartier autour au-dessus de la gare du Nord et de la Goutte d'Or, sur le côté dangereux, sur le côté agressif, sur le fait que les femmes se faisaient agresser ou pas. Il y avait des femmes qui disaient je vis ici depuis 20 ans, je me suis jamais fait agresser. Puis il y a des femmes qui disaient c'est insupportable de se faire siffler tous les jours. Du coup, je me suis dit c'est quoi la réalité de ça, en fait? Est-ce
Est-ce que réellement c'est un endroit dur et impossible, ou est-ce que... Puis finalement, en allant y passer du temps, il y a évidemment un côté agressif comme dans tout Paris. Je trouve que Paris est devenu plus agressif qu'il y a quelques années, mais ça peut être vrai sur les Champs-Élysées. Donc, et là, j'ai trouvé que c'était très familial, quoi. Alors, il y a juste le côté très multiethnique. Donc je sais que ça fait peur à plein de Français, mais moi ça me fait pas peur. Et justement, je crois que c'est un quartier plus calme que plein d'autres quartiers. Justement, il y a un côté où les gens se respectent en fait, avec différentes religions, différentes ethnies, et des gens qui ont des origines diverses, parce que ça peut être africain, antillais, indien, arabe. Il y a des communautés vraiment assez différentes. Et où ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que le quotidien, il est quand même assez simple. Donc c'est une des choses que je voulais montrer dans le film. Et en termes de photos, justement, puisque tu étais dans une ville que tu connais, comment ça s'est passé du coup? Est-ce que ça a été beaucoup plus compliqué que, voilà, par exemple en Bourgogne, dans un lieu que tu connaissais pas du tout? La Bourgogne, disons que j'ai mis du temps à comprendre et à me documenter, mais alors là vraiment visuellement, en me disant voilà, c'est quoi la Bourgogne en hiver, c'est quoi la Bourgogne en automne, en été. Du coup, en voyant plusieurs fois des vendanges, en étant chez différents vignerons, en buvant beaucoup de vin, il y a vraiment, ça mettait du temps pour comprendre et pour se documenter. Mais par contre, le tournage, c'était d'une simplicité, parce que voilà, il suffit de filmer la nature, et quand on filme les vendangeurs en train de vendanger, on a l'impression qu'on est dans une imagerie du Moyen-Âge. C'est-à-dire on fait la même chose qu'une tapisserie, c'est les mêmes gestes, les gens ils ont une hotte sur le dos, et c'est assez fou. Il y a quelque chose de visuel qui est universel, qui est un peu... Et puis pareil, la vigne, c'est pas pour rien qu'il y a un délire sur la vigne depuis l'Antiquité, au plus d'ailleurs, parce que je crois que ça a plus de 4000 ans, le vin. Le raisin, c'est un fruit particulier. Il n'y a pas le même délire avec les cerises ou les pommes, quoi. Et du coup, il y a quelque chose qui est visuel, issu de ça, quoi. C'est vraiment, et les paysages de Bourgogne sont complètement magiques. Donc c'était facile, en fait. On se mettait dans les champs, on se disait, est-ce qu'on tourne là à gauche ou à droite ou ici? Et justement, partout. C'est ça, ouais, quand tu es à Paris, dans une ville que tu connais, le sujet est quand même beaucoup plus difficile. C'est plus difficile, ouais. Donc il y a une simplicité même dans si la nature. Même si c'est un quartier qui t'a peut-être surpris parce que tu le connaissais pas forcément, mais... Ouais, non, c'était plus difficile parce que tourner dans Paris, maintenant, c'est difficile. Il y a les gens qui gueulent, les gens, ils aiment pas les tournages, donc c'est plus difficile de se faire accepter, disons. Puis il y a le côté urbain, agressif, qui est vrai à New York ou à Londres. Donc c'est moins facile, mais par contre, c'était plus facile là, dans le 18-19e, que dans le 5e arrondissement, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques scènes tournées dans le 5e, et les gens gueulent plus dans le 5e que dans le 18e ou le 19e. Donc ça, finalement, c'était plutôt agréable comme tournage ici. Ok, très bien. Écoute, on ira voir ce film en septembre. Pour finir, Cédric, je t'ai demandé de choisir 4 photographies. Tu vas nous parler d'une des photos qui est sur ton Instagram, d'ailleurs. C'est une photo d'Istanbul. Le reste figurera sur l'Instagram du podcast @podcastvision. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette photo, justement? En fait, c'est une photo que j'ai prise avant-hier, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Et puis je me suis dit, elle avait un rapport avec le thème de la photographie. Donc il y a cette femme voilée qui est en train de prendre une photo. C'est depuis une mosquée à Istanbul. Et il y a une vue sur toute la ville, et donc elle prend une photo de la ville d'Istanbul. Et moi, je l'ai pris de dos, donc c'est une femme voilée de dos. Et puis donc, comme je le racontais, il y a 2 petites filles qui sont venues se mettre dans ma photo, et elles se prenaient en selfie avec la ville derrière elles. Et donc, il y a cette femme de dos et 2 petites filles de face en train de prendre un selfie. Et du coup, j'ai légendé ça, ce que l'on veut cacher et ce que l'on veut voir. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais parler de cette photo parce que ça parle de ce qu'est la photographie, quoi. C'est-à-dire que, d'une part, il y a ce côté imprévu, c'est-à-dire que c'est une photo, je cherchais quelque chose et puis quelque chose d'autre est arrivé et à mon avis est plus intéressant parce que du coup, ça donne un équilibre à la photo avec quelqu'un de face, quelqu'un derrière. Et puis, ça parle de la photographie avec... ce phénomène nouveau du selfie, c'est qu'est-ce qu'on a envie de montrer de soi-même dans le selfie.
comment on a envie de s'intégrer à un paysage, donc il y a ce qui est derrière soi dans le selfie. Ce que tu as vu en Grèce aussi, je suppose. Ouais, complètement, ouais, bien sûr. C'est vraiment une espèce de maladie internationale maintenant, avec même, il paraît, un nombre de morts qui grandit chaque année, des gens qui tombent d'un ravin parce qu'ils veulent se prendre en selfie à un endroit. Enfin, c'est un drôle de phénomène quand même. Et puis ouais, donc cette femme voilée, où c'est intéressant de voir que le monde d'aujourd'hui, il est séparé en deux choses. Il y a les femmes qu'on montre beaucoup. Notre civilisation occidentale est beaucoup sur le fait de montrer le corps nu et le corps des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce presque de culte sur le corps des femmes. On passe devant une pharmacie, il n'y a que des photos de femmes à poil, des photos de femmes en string, des photos de... Enfin, c'est dans la rue tout le temps, avec les questions qu'on se pose, avec voilà, le féminisme qui est toujours dans l'interrogation de savoir est-ce qu'il faut montrer ça, est-ce qu'il faut le cacher, tout ça. Mais à l'opposé, il y a le monde, notamment musulman, avec différents voiles, parce que les voiles en Turquie ne sont pas les mêmes qu'en Afghanistan ou en Iran. Et sur comment on cache la femme, parce que, ou comment, par exemple, dans la religion juive, il faut porter des perruques parce qu'il ne faut pas que les femmes montrent leurs cheveux. Je trouve que c'est intéressant de voir que le monde s'organise avec les gens qui veulent montrer les femmes et les gens qui veulent cacher les femmes. Et je trouve que ça dit quelque chose aussi sur ce que doit montrer la photographie aujourd'hui, disons. Ouais. Mmh. Bon, ben, c'est à découvrir cette photo, en tout cas, sur ton Instagram et sur l'Instagram du podcast. Je te remercie. Merci beaucoup, Claire. Eh ben, merci. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode si c'est le cas et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram principalement. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.